Le dimanche 22 septembre dernier, le Mali soufflait sa 64e bougie d'indépendance. C'est l'occasion de nous interroger sur notre système économique depuis la Première République. Quelles sont les avancées enregistrées jusque-là? Et qu'en est-il des échecs? Peut-on parler de souveraineté économique, sachant que cela désigne un contrôle des approvisionnements et un libre-échange qui n'affaiblit pas les capacités étatiques? Finalement, comment rendre notre économie plus dynamique? 64 ans d'indépendance, quelle souveraineté économique? C'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. 64 ans d'indépendance, quelle souveraineté économique? C'est une question et c'est le titre de cette émission. Pour nous éclairer sur cette question, j'ai le plaisir de recevoir 4 invités, dont M. Harouna Niang. Il est ancien ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements. M. Niang, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Monsieur Moussadek Bali est également sur le plateau. Il est le président du Conseil national du patronat du Mali. Monsieur Bali, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur Amar. Nous avons également le plaisir de recevoir le directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements, monsieur Mamadou Ndiaye. Monsieur Ndiaye, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Amar. L'économiste Modibo Mao Makalou est également sur le plateau et c'est notre 4e et dernier invité. Bonsoir, monsieur Makalou. Bonsoir, monsieur Amar. Monsieur, avant de faire un état des lieux, ma première question, elle est relativement simple, c'est celle de savoir que représente pour vous la souveraineté économique. Je vais commencer par vous, monsieur le ministre. C'est un mot à la mode maintenant, et ce qui en soi n'est pas mauvais, parce que la souveraineté économique, on peut la définir comme la capacité d'un pays à pouvoir contrôler ses ressources, à pouvoir choisir ses partenaires et à pouvoir avoir une politique économique qu'on a choisie. Donc ça, ce sont les éléments qui composent la souveraineté économique. Monsieur Bali, souveraineté économique, choisir ses partenaires, définir une meilleure politique économique pour son pays? En fait, souveraineté tout court, ça veut dire simplement qu'on a un pays, on a un territoire, on a une population et on a un État qui définit des politiques publiques pour permettre justement à cette population de vaquer à ses occupations, donc souveraineté sécuritaire, de participer à la vie de la nation, souveraineté politique, mais aussi de pouvoir subvenir à ses besoins, souveraineté économique. Nous avons les deux premières. 64 ans après, force est de constater que nous n'avons pas encore la troisième. Justement, on va en parler tout à l'heure, mais avant, M. Ndiaye, pour vous, la souveraineté, ça renvoie à quoi? Comme l'a dit mes prédécesseurs, c'est vraiment la capacité d'un pays ou d'une entité à pouvoir prendre cette destinée en main. Maintenant, on ne peut pas parler de souveraineté si on ne voit pas ces différentes dimensions. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que la souveraineté, on la conçoit à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un groupement comme actuellement avec l'actualité et l'AES? Est-ce que c'est l'UEMOA avec laquelle on partage la même monnaie? Est-ce que la souveraineté doit se concevoir ou c'est au niveau de l'Afrique? Il y a aussi les dimensions de la souveraineté. On peut parler de souveraineté économique sans parler de la souveraineté sur le plan géostratégique aujourd'hui, sécuritaire, financière. Donc tous ces éléments se tiennent. Et enfin, il y a une souveraineté qu'on peut vouloir. Il y a une souveraineté qui aussi dépend de l'environnement dans lequel on est, c'est-à-dire une souveraineté dont on a la maîtrise qui est voulue, mais aussi un manque de souveraineté qui peut venir de l'environnement. Monsieur Makalou, le regard de l'économie sur cette question de souveraineté économique? Non, je pense que tout dépend du contexte. Je pense que la souveraineté au début des indépendances n'est pas la même chose que la souveraineté aujourd'hui, parce que à l'indépendance, nous dépendions 80% de nos importations venaient d'un pays, la puissance colonisatrice à l'époque, et l'économie était tenue par des étrangers. Donc il fallait quand même changer de paradigme. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une économie mondialisée, le commerce mondial. Et si vous prenez notre économie aujourd'hui, celle du Mali, elle est extravertie. Ça veut dire que 60% de tout ce que nous produisons et vendons
est basée sur ce que nous vendons à l'extérieur comme biens et services et ce que nous achetons à l'extérieur comme biens et services. Donc, dans ce cadre-là, moi, ce que je vois, c'est la souveraineté. Je pense qu'il y a des missions régaliennes de l'État concernant la monnaie, la défense, la justice, etc. Mais nous sommes dans des ensembles globaux maintenant, sous-régionaux. Ce qui veut dire qu'il y a quand même, on délègue une partie de sa souveraineté à certaines entités quand on est dans l'intégration économique et monétaire. Donc, je pense que tout est relatif aujourd'hui, mais je pense que essentiellement, ce sont des politiques publiques auto-centrées. Et pour moi, la première des souverainetés, c'est la souveraineté alimentaire. Justement, on va en parler, mais avant, messieurs, je vous invite à regarder ce cas d'école qui va nous permettre de parler de quelques réalisations faites par le père fondateur de la République du Mali. Rizerie, huilerie, sucrerie, abattoir frigorifique, usine textile, cimenterie, usine céramique sont autant d'industries nationales mises en place par Modibo Keïta, le père fondateur de la République du Mali aux premières années de l'indépendance. En tant que souverainiste, il était inimaginable pour le président Modibo Keïta de concevoir le développement du pays sans mettre en place les bases de son indépendance économique. C'est ainsi que durant sa présidence de 1960 à 1968, il crée une quarantaine de sociétés nationales dans plusieurs secteurs d'activité, parmi lesquelles on peut citer la Socoma, Société des conserves du Mali, composée de 2 unités, une ferme et une usine pour la fabrication de tomates concentrées. Cette société, installée à Baguineda lors du lancement en 1964, est restée étatique jusqu'en 1978 et était entièrement encadrée par des experts locaux. Il y a eu l'inauguration du barrage de Sotiba sur le Niger. Il y a eu la création de la Société nationale de recherche et d'exploitation minière Sonarem, ou alors il y a eu aussi Sonetra, la Société nationale d'entreprise de travaux publics. Il y a eu la création de Socima, Société des ciments du Mali. Mais aussi, ils ont eu l'idée de créer à peu près 10 hôpitaux et 300 dispensaires. Mais aussi 4 écoles d'enseignement supérieur, à savoir l'ENA, ENSUP, ENI et INA. Pour des raisons multiples et variées, certaines entités ont disparu à l'image d'Air Mali. D'autres, telles que la Comatex, compagnie malienne du textile, meurent à petit feu. La BDM, Banque de développement du Mali, est l'une des rares structures qui a résisté au temps. Initiée le 22 mars 1968 dans le cadre des accords de coopération franco-maliens. Cette institution financière avait pour vocation essentielle d'assumer le financement des entreprises nationales. Pour lui donner un second souffle, en 1989, la BDM a été ouverte à l'actionnariat. Afin de mieux affirmer la souveraineté économique et monétaire du Mali, le panafricaniste Modibo Keïta a lancé le franc malien le 1er juillet 1962. Le président Modibo Keïta, avec toute son équipe, pour essayer quand même de répondre aux exigences souverainistes de la population soudanaise à l'époque, ont eu l'idée de bâtir une nouvelle monnaie dénommée franc malien, donc qui a vu le jour le 1er juillet 1962, dont les pièces et les billets étaient produits en Tchécoslovaquie, et c'était une monnaie non convertible. Donc malheureusement, le franc malien a été dévalué dès 1963. Une nouvelle dévaluation à hauteur de 50% a eu lieu le 6 mai 1967. Grâce à ses nombreuses réalisations, le président Modibo Keïta reste une source d'inspiration pour de nombreuses générations.
On a vu quelques réalisations faites sous la présidence de Modibo Keïta. Messieurs, une réaction? Le président Modibo Keïta était très volontariste. Moi, je pense que certains le taxent, par exemple, d'être communiste, mais je pense que c'est mal comprendre sa volonté et le contexte dans lequel ils étaient, quoi. Parce que au moment de l'indépendance, évidemment, l'idée de pouvoir réaliser par les Maliens, pour les Maliens, le développement, c'est ça qui animait plus ou moins Modibo Keïta. Et puis tout ce qui était progressiste, qui était panafricain, avait cette volonté politique. Ils ont lutté pour l'indépendance, donc pour eux, il faut prendre le destin en main et par eux-mêmes réaliser le développement économique et social du pays. Donc ce qui les a poussés, bien entendu, à s'engager de manière volontaire, à créer de nouvelles structures pour pouvoir faire fonctionner l'économie. À l'école, à l'époque, on parlait beaucoup plus de structures d'État. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Mais Monsieur Bali, en tant que président du patronat, quel regard vous portez sur ces réalisations 64 ans après? Oui, comme l'a dit le ministre Nyang, c'était très volontariste. C'était un choix politique que d'avoir une économie dirigée, c'est-à-dire créer des sociétés entreprises d'État à capital public gérées par des fonctionnaires. Ça a montré ses limites parce que cette longue liste de 40 entreprises créées, aujourd'hui elles sont toutes en faillite, elles n'existent plus. Mais c'était une volonté au tout début de l'indépendance de dire nous allons aller vers l'industrialisation. Peut-être c'était ça la toute première erreur d'ailleurs, à mon avis économique. C'est que le Mali est un pays à vocation agro-pastorale, sylvo-pastorale. Il aurait fallu mettre plus l'accent sur le développement de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, que le développement d'industries manufacturières. Je crois que ça, c'était peut-être la première erreur économique que nous avons commise et qui nous rattrape aujourd'hui. Parce que, comme l'a dit M. Makalou, nous importons l'essentiel de ce que nous consommons. Deuxièmement, il y avait deux choix aux indépendances. Soit on fait le choix d'une économie dirigée, où l'État est à la fois le régulateur et l'opérateur. C'est ça que fait le président Modibo Keïta, c'est ce choix qu'il a fait. Mais il y a beaucoup d'autres pays africains qui ont fait le choix de dire l'État reste le régulateur, mais nous ouvrons l'économie et nous aurons une économie libérale basée sur les forces du marché, avec des résultats qu'on connaît. Je rappelle qu'il y a eu une conversation assez célèbre entre Feu le président Houphouët-Boigny et Feu le président Kwame Nkrumah. Et Houphouët-Boigny a dit en Kwame Nkrumah, j'attendrai le même résultat que vous, plus rapidement que vous, avec la politique que moi j'ai adoptée d'ouvrir mon pays à l'investissement privé. Et effectivement, la Côte d'Ivoire a eu des résultats économiques beaucoup plus importants que le Ghana en adoptant cette politique. C'était un choix, il l'a fait, mais c'était un grand patriote. C'était quelqu'un qui aimait son pays, qui aimait son peuple, qui voulait le meilleur pour son pays, mais les choix économiques qu'il a faits sont aujourd'hui discutables. Les choix économiques discutables il y a 64 ans? Moi, je serais plus nuancé parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, comme l'a dit Monsieur le ministre, le contexte est extrêmement important. Vous allez constater que chaque fois qu'on parle de souveraineté, chaque fois que le mot de souveraineté vient, ça fait suite à des contextes. Après les indépendances, nous étions dans un contexte où il faut créer des pays sur la base de rien, où tous les leviers étaient détenus par l'extérieur. Et les choix qui sont faits dans le contexte dans lequel on était, et les résultats, si on les juge au moment où ils ont été réalisés, on arrive à une appréciation différente du jugement 60 ans après, dire bon, mais on aurait dû. Bon, moi je partage avec. Je sais que nous sommes dans des économies où l'initiative privée doit être mise en avant. Mais dans le contexte dans lequel nous étions, chaque pays avait fait des choix, mais ces choix étaient la résultante des contextes qui n'étaient pas du tout favorables pour chacun de nos pays. Et malheureusement, ce qui s'est passé après
à faire revenir la réalité. C'est comme je l'ai dit, la souveraineté a beaucoup de dimensions. C'est pas seulement la dimension économique, tout est lié. Et les gens pouvant jouer sur les autres, ça amène à ce auquel on a assisté. Monsieur Makalou, je vous donne la parole juste après cette première infographie que je vous invite à regarder, qui va nous permettre de parler des deux principaux produits d'exportation du Mali, 64 ans après. Nos deux, je dis bien les deux principaux produits d'exportation, c'est bien sûr l'or et le coton. Quand on prend l'or, on est le troisième producteur africain. En 2023, on avait une production de plus de 65 000 tonnes d'or et on a moins de 2% de transformation, Monsieur Makalou, vous allez réagir tout à l'heure. Quand on prend également le coton, on a récupéré la première place cotonnière en Afrique. Donc on est le premier producteur de coton à l'issue de cette dernière campagne, avec une production de près de 700 000 tonnes de graines en 2023-2024. Mais quand on regarde là aussi, la transformation, elle est moindre. On est à moins de 3%, Monsieur Makalou. Pour revenir à la question des choix stratégiques au début des indépendances, il faut camper le décor déjà, parce que nous quittions une fédération, la fédération du Mali, qui était composée de la République du Sénégal et du Soudan français, qui a volé en éclats dans la nuit du 19 au 20 août 1960. C'est ce qui a amené la création de la République du Sénégal et de la République du Mali. N'oublions pas que la fédération du Mali était l'entité la plus industrialisée de l'Afrique francophone. Notamment, les industries étaient situées autour de Dakar, mais la matière première venait essentiellement du Mali. Donc à l'indépendance, d'abord, nous n'avions que 15 cadres supérieurs au Mali. Nous n'avions pas d'archives. Vous allez chercher les archives, les chiffres macroéconomiques sur le Mali. Il n'existe que les chiffres de la Fédération du Mali. En 1960, il n'y a aucun chiffre sur le Mali, sur le Soudan qui est devenu le Mali. Donc il a fallu reconstituer tout cela. L'économie était encore plus extravertie, donc il fallait quand même faire en sorte que l'économie soit réappropriée par les Maliens. Ce qu'on appelle les corroborants boutiques, je m'excuse du terme, c'était quand même le fait de créer l'entrepreneuriat malien. Ça a été imaginé par les autorités maliennes au début des indépendances. Que ce soit des Maliens qui tiennent le commerce au Mali. Vous voyez dans nos pays autour de la sous-région, cela n'existe pratiquement pas. C'est toujours des étrangers qui viennent et qui tiennent l'économie. Parlant de la Première République, vous savez, ce qui a été l'œuvre remarquable de cette Première République, c'est le plan de développement économique et social, qu'on appelle le premier plan quinquennal. Qui était présidé, qui était piloté par l'ancien ministre du Développement, si je ne me trompe pas, Seydou Badian. Oui, tonton Seydou Badian, oui, effectivement. Donc c'était sur la période 1961-1965. Mais si vous regardez, d'abord, les infrastructures constituaient 50% de ce plan. Mais si vous prenez le développement rural et les industries, on était à 80% du plan. Et le plan représentait 23% du PIB à l'époque. Il fallait fournir cet effort et 40% de ce plan était financé sur financement intérieur. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le premier partenaire économique pour le financement de ce plan, c'était l'Union des républiques socialistes soviétiques. Mais le deuxième partenaire, c'était toujours la France. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je comprends pas. Je veux dire que nous étions non alignés, nous travaillions avec tout le monde en fonction du plan stratégique que nous avions. D'accord. Mais pour revenir à cette infographie, monsieur Makalou, 64 ans après. Très rapidement, vous avez parlé de deux produits d'exportation. L'or aujourd'hui, c'est 80 à 85% de nos recettes d'exportation. Mais à l'indépendance, il n'y avait pas d'or. Il a fallu faire de la recherche minière et la Société nationale de recherche et d'exploitation minière, la SONAREM, a été créée en 1961 dans cet objectif. Et finalement, maintenant, à l'indépendance, en 1960, on faisait que 10 000 tonnes de coton. Et vous venez de dire que nous étions premier producteur africain pour la période 2023-2024, c'était 690 000 tonnes. Tout à fait. Donc évidemment, des efforts ont été fournis depuis lors. Tout n'est pas... je veux dire, il y a eu des erreurs, notamment moi je pense que l'erreur c'était de créer la monnaie malienne, mais... On va y revenir, mais monsieur Bali, premier au niveau du coton, on est troisième au niveau de l'or, mais quand on regarde au niveau de la transformation, on est loin derrière. Oui, c'est ça que j'allais dire en fait. Je pense qu'il faut qu'on se concentre sur la pensée économique.
Pourquoi on mène une activité? On ne mène pas une activité pour le plaisir de mener une activité. On mène une activité pour avoir un impact économique, un impact social. Ça veut dire un développement inclusif. Toute politique économique qui n'aboutit pas sur un développement inclusif, c'est-à-dire création de valeur, création de richesse, création d'emplois, paiement d'impôts et de taxes au trésor public pour justement réaliser les infrastructures publiques, n'a pas d'intérêt. L'or, même si on est le premier, si ça ne permet pas à l'État malien de récolter des impôts et des taxes, je vais parler de 65 tonnes, mais il y a beaucoup plus qui sort du Mali, parce que l'État malien ne sait pas combien d'or sort du pays. L'État malien ne le sait pas. Vous avez parlé de troisième producteur, premier producteur de coton. Nous 5 réunis autour de cette table, nous portons des habits certainement faits de coton, peut-être même de coton malien, mais aucun de ces tissus ne vient du Mali. Donc, quel intérêt il y a à dire nous avons fait 1 million de tonnes de coton si nous n'avons pas ces retombées sur notre économie? C'est pour ça que je dis, le président Modibo Keïta, certes, était un grand nationaliste, un grand patriote, et il voulait le meilleur, et il a adopté des choix économiques stratégiques qui sont ces choix-là. D'accord? On peut les critiquer, on peut ne pas les critiquer, mais c'était des choix qui aujourd'hui ont montré leurs limites. La preuve, c'est qu'aucune de ces sociétés d'État n'est en vie. Maintenant, qu'est-ce que nous on doit faire justement? C'est investir dans tout ce qui peut avoir cet impact économique et social. Sinon, c'est bomber la poitrine, dire je suis premier producteur d'or en Afrique, je suis troisième producteur de coton en Afrique, je suis deuxième cheptel en Afrique. Mais la finalité, c'est quoi? C'est que nous avons toujours une jeunesse sans perspective, sans emploi. Nous avons un État qui a un budget national de 3 000 milliards de francs CFA. C'est 5 milliards d'euros. Vous imaginez qu'est-ce qu'on peut faire avec 5 milliards d'euros? Donc, tant qu'on n'aura pas cet impact économique et social, on peut dire que nous avons une souveraineté politique parce qu'on est reconnu dans le monde entier, on a un territoire, on a une population, on est reconnu par tous les États du monde. On a une souveraineté politique parce qu'on a un gouvernement, on a des institutions, mais économiquement, nous n'avons pas encore réussi à transformer cette souveraineté politique et étatique en souveraineté économique, à savoir faire en sorte que nous puissions développer notre économie et donner de l'emploi à nos jeunes. C'est ça le grand défi aujourd'hui. Monsieur, je vous donne la parole juste après cette autre donnée qui va nous permettre de voir la contribution des secteurs produits intérieurs bruts en 2023. On parle de 23% du secteur secondaire, 37% du secteur tertiaire et 40% du secteur primaire. Monsieur le ministre, vous avez longtemps travaillé dans l'administration publique, vous êtes un spécialiste des questions industrielles et d'agriculture. Dans la première infographie qu'on vient de voir, on a parlé des deux principaux secteurs, on a parlé de l'or, du coton, on aurait pu parler aussi du bétail, où le Mali est le premier en Afrique, donc dans l'espace UEMOA, le deuxième dans l'espace CEDEAO. La structure actuelle n'est pas une structure qui favorise la création d'emplois. Parce que les secteurs productifs qui sont porteurs, qui peuvent créer d'emplois, c'est vers ça qu'il faut se tourner. Et l'industrie est reconnue partout dans le monde que c'est l'industrie qui permet de créer beaucoup plus d'emplois. Bon, ensuite, au niveau tertiaire, le commerce doit être modernisé. Parce que quand vous rentrez dans la grande distribution, là, il y a des emplois qui peuvent se créer. Donc, il y a une nécessité un peu de moderniser le commerce pour le rendre beaucoup plus créateur d'emplois et créer plus de valeur ajoutée. Donc, en un mot, on a besoin de mettre en œuvre des politiques capables de transformer la structure de notre économie. Monsieur Ndiaye, quand on va voir des investisseurs, j'imagine que c'est des données que vous avez en tête, c'est des données que vous présentez. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils regardent ça? Ça montre qu'on a du potentiel, il y a des choses à faire au Mali? Mais bien évidemment. Bon, quand on prend le bout par les investissements, on ne peut pas bien apprécier. Moi, je voudrais permettre de donner mon avis aussi sur
le tableau qui a été montré tout à l'heure avec le coton, je pense qu'on est tous d'accord sur le constat que on a du coton qui n'est pas bon, mais je ne suis pas d'accord avec M. Bali parce que mon boubou est beaucoup plus valorisé au Mali que le sien. Ça a été produit au Burkina Faso. Donc, mais toujours est-il qu'on n'a pas plus de 2% de valorisation de notre coton. L'or est exploité à ciel ouvert, mais le plus grave, c'est que que ce soit le coton ou l'or, sont en train d'évoluer au détriment de ce qui est notre ADN, c'est-à-dire l'agriculture. On va en parler tout à l'heure. Mais je crois que c'est ça l'élément essentiel, parce que c'est difficile de parler de souveraineté sans le mettre dans toutes les dimensions. Moi, je ne peux pas être enfermé dans ma dimension investissement, parce que l'investissement est lié, l'investissement est comme la racine d'un arbre. Et cette racine d'un arbre, elle n'a d'existence que l'arbre qui va sortir. Donc on investit dans quoi? On investit dans ce pour lequel on a un potentiel dans un pays et lorsque on a un écosystème où on se donne les moyens de valoriser l'ensemble de ces potentiels, là on peut orienter les investissements. Parce qu'aujourd'hui les investissements c'est quoi? C'est ce que les autres veulent faire chez nous. Ce n'est pas ce que nous avons à offrir. Et la preuve, à chaque fois qu'on est avec des investisseurs, ils viennent, on dit, on va investir dans les mines, on va investir dans ceci, on va investir dans cela. Il faut qu'on arrive dans une situation où on va dire, vous voulez investir? Eh bien, chez nous, le potentiel, c'est ça. On n'a pas de coton, on doit faire des structures d'égrenage, de filature. Et d'ailleurs, je ne veux même pas parler de ça, je parlerai plutôt de blé, je parlerai du fonio, du maïs. C'est ça, c'est de ça qu'on a besoin. C'est ça qui constitue la base. Et quand on prend l'agriculture aujourd'hui, tout ce dont on ne parle pas est 10 fois plus important que ce dont on parle. Alors vous parlez d'agriculture, on va justement en parler, mais avant je vous invite à regarder ce grand reportage qui va nous permettre de parler du plan de développement 64 ans après. La République du Mali est née. À la naissance de la République du Mali en 1960, le président Modibo Keïta et son équipe ont élaboré un plan de développement basé sur 4 secteurs prioritaires, à savoir l'agriculture, l'industrialisation, l'éducation et la santé. C'est dans ce cadre qu'une grande réforme de l'enseignement a été réalisée pour changer le système éducatif hérité de la colonisation. Au regard de bons résultats obtenus, le Mali a eu droit aux facilitations de l'UNESCO. En 2018, peu de temps avant sa mort, Sédou Badjan Kouyaté, l'ancien ministre de l'économie rurale et du plan, sous la présidence de Feu Modibo Keïta, confie à nos confrères de Monde Afrique que des réformes audacieuses ont été opérées à l'époque pour développer le pays à travers notamment l'agriculture. Nous avons voulu développer les cultures vivrières et diversifier l'agriculture, trouver d'autres créneaux pour exporter. Mais appuyer surtout la production vivrière pour arrêter les famines, arrêter la faim. À la faveur du remaniement ministériel du 17 septembre 1962, Sédou Badjan Kouyaté a été nommé ministre du Développement. À travers son département, une quarantaine d'industries ont été mises en place. Certaines existent toujours, malgré les difficultés économiques et financières actuelles. Nous avons commencé avec la petite sucrerie de Dougabougou. Il y avait un ingénieur français qui nous a dit que la canne de bouche réussit chez nous, c'était traditionnel, mais pour ce qui est de la canne sucrière, il faut attendre des années. J'étais ministre du Plan et ministre de l'Agriculture. Je me suis séparé de lui. Et j'ai fait appel à la Chine. En quelques mois, nous avons réussi la canne sucrière et au bout d'une année, nous avons commencé à construire la sucrerie. Aujourd'hui, le Mali a une grande sucrerie, Soukala. En accédant à l'indépendance, le Mali a repris en main l'office du Niger, aménagé sur son territoire par les autorités françaises depuis les années 1920. À l'origine, ce périmètre de culture irriguée était destiné à satisfaire les besoins d'approvisionnement en coton des industries textiles françaises. Mais pour atteindre la sécurité alimentaire, l'Office du Niger est réformé par le régime socialiste malien et la culture du coton est abandonnée au profit du riz et d'autres cultures. Fanyana Mankone
est un des premiers ingénieurs agronomes maliens à y avoir travaillé. Quand les producteurs produisaient le coton dans le fils Niger, les charges s'élevaient à une tonne. Et la production moyenne chez les paysans, c'était 800 kg, 900 kg, rarement une tonne. Et le gouvernement a décidé qu'on ne peut pas encadrer les producteurs uniquement, et les faire travailler uniquement pour payer la dette. Et donc, on n'a qu'à sortir du coton, et le coton va être exécuté dans la zone sèche par la CFDT, la compagnie française pour le développement de textile. Par la suite, la CFDT, compagnie française pour le développement des fibres textiles, a été remplacée par la CMDT, compagnie malienne pour le développement du textile. Cette entité avait pour mission d'organiser la production et la commercialisation du coton sur l'étendue du territoire malien. Plus de 60 ans après l'indépendance, l'économie nationale reste fortement exposée aux fluctuations des cours mondiaux, ce qui joue considérablement sur le coton et l'or, qui constituent les principaux produits d'exportation du pays. Le secteur primaire représente 39% de la valeur ajoutée. Le secteur secondaire représente 22% et le tertiaire 39%. La balance commerciale du pays reste déficitaire depuis plusieurs années. Pour ce qui concerne l'état de notre économie 60 ans après, on serait tenté de dire est-ce que nous ne sommes pas toujours à la case de départ? C'est-à-dire que lorsqu'on regarde en termes de croissance économique, qui n'arrive pas à amorcer le développement, on serait tenté de le dire. Mais par contre, lorsqu'on regarde l'évolution, concrètement du point de vue économique, on peut dire qu'il y a certains progrès. Il y a des progrès en termes d'augmentation de la richesse nationale. Il y a des progrès en termes de développement d'un certain nombre de secteurs. À fin 2023, la dette publique était de 56,9% du PIB contre 53,1% en 2022. La dette domestique, elle, est essentiellement composée de titres publics. Dans un élan de souveraineté, le 28 janvier 2024, les autorités de la transition malienne ont annoncé qu'elles quittaient la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO en acronyme. Ce n'est pas la première fois que le Mali est retiré de la CEDEAO. À partir du 9 janvier 2022, le Mali a été déjà suspendu de toutes les instances de la CEDEAO avec l'embargo économique, financier, commercial, monétaire, terrestre, aérien, avec la suspension du Mali de toutes les organisations de la CEDEAO. Guinée-Oula. 6 mois plus tard, à Niamey au Niger, les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger, dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, ont décidé de mettre en place une confédération dont les 3 principaux piliers sont la défense, la diplomatie et le développement. À travers l'AES, les États membres entendent s'unir contre les groupes armés terroristes, avancer ensemble vers leur développement socio-économique et lutter contre toute forme d'impérialisme. Des pensées souverainistes qui rappellent le père fondateur de la République, Modibo Keïta. Messieurs, j'ai juste envie de vous demander, 64 ans après, quel état des lieux vous faites de façon concrète? Je vais commencer par vous, Monsieur Makalou. Oui, j'avais à l'entame de mon propos parlé du PDES, le plan quinquennal, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'était supposé atteindre un taux de croissance économique de 8%. Mais ça n'a jamais atteint, ça n'a même pas atteint 5%. Donc le réalisme a été là, donc je disais que la monnaie a été créée pour soutenir ce plan. Mais maintenant, pour revenir à la suite du président Bali, qui est un pragmatique, et je suis entièrement d'accord avec son analyse concrète de l'analyse macroéconomique. Vous savez, depuis 1994, depuis la dévaluation, le Mali croît en termes réels à 5%. C'est l'un des rares pays dans le monde qui, pendant plus de 30 ans, a une croissance moyenne de 5% en termes réels. À quoi sert cette croissance? Parce que c'est une croissance tirée par les revenus de l'or, qui ont très peu d'impact sur les vies des populations.
Donc l'idée, c'est d'avoir une croissance économique forte, durable, inclusive, c'est-à-dire dont les fruits seront équitablement repartis au sein de la population. Et cela, le coton nous permet de faire cela. Et je pense que notre pays est essentiellement agro-silvo-pastoral. Mais il faut aller vers l'agro-industrie. C'est-à-dire qu'il faut une transformation structurelle pour que nous puissions passer du développement rural à l'agro-industrie. Parce que nous avons 70% de nos populations qui vivent du développement rural. Et évidemment, comme vous le savez, nous sommes des grands champions et il faut transformer davantage. Mais cela se fait à travers la compétitivité qui dépend du coût des facteurs de production, de la qualité des politiques publiques et des institutions qui influent sur la productivité des gens comme M. Bari. Messieurs, parlons d'abord des opportunités qu'offre le Mali en termes agricoles. Vous avez, M. Ndiaye, commencé à en parler. 43,7 millions d'hectares de terres arables, c'est ce dont on dispose. Seulement 7% sont cultivés, soit 4,5%, Monsieur le ministre. Moi, je pense que s'il y a un domaine où le Mali n'a pas à se plaindre, c'est vraiment dans le domaine de l'agriculture. On a tout. On a les terres, comme vous le dites, on a l'eau et on a le soleil. Parce que un des gros problèmes de notre agriculture, c'est d'abord la pluviométrie qui est saisonnière. Donc il arrive souvent qu'il n'y ait pas suffisamment de pluie et que l'année ne soit pas bonne. Mais on peut remédier à ça en s'orientant vers l'irrigation solaire qui est à la portée. Les technologies ont tellement évolué, les coûts ont tellement baissé qu'on peut envisager dans chaque village malien aménager un périmètre de 10 hectares, un minimum de 10 hectares pour chaque village avec irrigation solaire. Ça ne demande pas des investissements qu'on n'a pas forcément. Les coûts sont relativement bas et maîtrisables. Pour faire 10 hectares avec des forages ou tirer sur le fleuve lorsque le village est proche de Massin, je vous assure que c'est à la portée. Et on peut le faire. Alors, si on fait ça, on fait un changement radical. Parce que le paysan, il a 12 mois sur 12 mois de production. Il peut faire 2-3 cultures. Alors, et ça, il n'y a pas d'alternative. Je suis persuadé que le Mali ira vers justement l'irrigation solaire. Il faut développer des infrastructures agricoles. Et dans ces infrastructures agricoles, il y a surtout l'irrigation qui peut permettre de maîtriser l'eau, qui est ce qui pose problème. Et à partir de là maintenant, il y a la recherche qu'il faut évidemment accompagner. Il faut accompagner également par la formation des paysans et tout ça pour qu'ils maîtrisent et tout ça. Et il y a la mécanisation. J'étais récemment, il y a à peu près 3 semaines, j'étais à Sikasso. Je suis tombé sur une forte pluie et je me suis baladé un peu dans les alentours. Mais j'étais un peu choqué que la dimension des champs était très petite. Je m'attendais à trouver des grands champs et tout ça, mais alors j'ai dit à certains d'entre eux, des Sikassois, pourquoi vous avez des si petits champs? Alors, il y a un problème de main-d'œuvre. Si vous faites un grand champ, vous avez un problème de main-d'œuvre. Mais si on mécanise, croyez-moi que tout va changer. Avec les motoculteurs, avec les tracteurs, en fonction des dimensions, il faut aller vers les grandes superficies. Messieurs, on a comme l'impression que l'agriculture, la manière dont elle se pratiquait il y a une 60aine d'années, on est toujours au même système. On a fait une émission ici, on en a parlé. Comment l'expliquer? C'est pas qu'il y a une 60aine d'années, ça fait des siècles qu'on fait exactement la même chose. On n'évolue pas, ça fait des siècles. En fait, Monsieur Amar, la souveraineté politique, elle s'arrache. Soit par un combat politique, ce fut notre cas, soit par la guerre, ce fut des cas des pays en Afrique, Guinée-Bissau, Angola, Algérie ont fait la guerre. Vous l'arrachez, la souveraineté politique. Mais la souveraineté économique, ça ne se décrète pas. Ça dépend des politiques publiques. Absolument. Ça dépend des cadres qu'on met en place. Ça dépend de l'incitation qu'on donne et aux investisseurs nationaux et aux investisseurs étrangers. C'est ça qui fait qu'un pays peut développer son économie et donner de l'emploi à ses jeunes. Vous avez demandé le bilan 64 ans après. C'est ça qui nous a manqué. Nous avons effectivement eu des politiques publiques. Toutes se sont montrées
avec beaucoup de limites, qui fait que le Mali est aujourd'hui, suivant l'indice de développement humain, parmi les 10 derniers de la classe, 64 ans après. C'est pour cela que nous, au niveau du patronat du CNPM, nous avons mis en place un groupe de travail et nous avons déposé nos conclusions sur la table du gouvernement et sur la table du chef de l'État. Nous avons dit, si le Mali veut développer son économie, veut donner de l'emploi à sa population qui est à 70% jeune et qui va doubler dans 25 ans. Nous sommes 22 millions, nous passerons à 45 millions dans moins d'une génération. Il faut que nous ayons une économie qui est compétitive, que nous ayons de l'énergie, que nous ayons des ressources humaines formées. Dans votre reportage, on a parlé de la réforme de 1962. C'était l'une des meilleures en Afrique. Et nous tous autour de cette table, peut-être pas vous, vous êtes trop jeunes, nous avons bénéficié de la qualité de l'école publique malienne, gratuite et laïque. Oui. Mais ça, c'est par terre. Il faut la reconstruire et surtout donner la priorité à la formation technique et professionnelle. Il nous faut du financement. Au Mali, le crédit bancaire rapporté au PIB, c'est 12%. Dans des pays, c'est 100%. Au Maroc, c'est 70%. Comment on peut développer une économie si on n'a pas de financement? Ce n'est pas possible. Nous avons une fiscalité qui est confiscatoire. Parce que 5% des entreprises payent 95% des impôts. Vous ne pouvez développer aucune économie avec ce genre de ratio. On n'a pas d'infrastructure, on n'a pas de port sec. Il nous faut 10 ponts à Bamako. Avec le boom démographique, il nous faut 10 ponts. Et avec une bonne loi PPP, on peut avoir 10 ponts. En PPP, BOT, on peut avoir 10 ponts sans que l'État ne débourse un seul franc, comme les pays environnants ont fait pour développer leurs infrastructures. Donc, 64 ans après, le bilan est très mitigé. Nous avons acquis, grâce au combat mené par Feu Modibo Keïta, Feu Mamadou Konaté et tous leurs compagnons, nous nous sommes battus, nous avons une indépendance politique. D'abord en avril 1960, dans le cadre de la fédération. Le Sénégal est sorti en août 60 et nous, on est sorti le 22 septembre 1960. Mais après, la souveraineté économique, le développement économique, ça ne se décrète pas. Quand Makalou dit on a eu une bonne croissance du PIB, 5%, mais c'est mécanique. Pour peu qu'il y ait une bonne pluviométrie et de l'eau, le PIB augmente. Mais c'est une croissance qui n'est pas inclusive parce que ça ne crée pas des emplois. Et nos jeunes continuent à partir. Je ne sais pas si vous avez lu récemment un hebdomadaire panafricain qui a fait une enquête. 3 jeunes Africains sur 5 veulent quitter le continent. 3 jeunes Africains sur 5 rêvent de quitter le continent parce qu'il n'y a pas de perspective pour eux. Or, qui crée les perspectives? C'est la création d'emplois. Qui crée les emplois? C'est les entreprises privées. Et pour que les entreprises privées investissent, il faut un cadre. Et nous devons tous les Maliens doivent se mettre ensemble pour bâtir ce cadre-là. Messieurs, je vous fais réagir juste après cette autre donnée qui va nous permettre de parler du potentiel irrigable du Mali. On parle de 2,2 millions d'hectares donc de terres irrigables. 14% de nos terres sont irriguées. Le potentiel, il est là. Il manque quoi, M. Ndiaye? Bon, il manque le dernier mot de M. Bali, c'est-à-dire un cadre où tout le monde prend sa place. Aujourd'hui, ce n'est pas encore en place, 64 ans après? Bon, mais pour moi, c'est une continuité. Je crois que chaque étape de la vie a joué son rôle et nous devons jouer le nôtre. Le développement que M. Bali a fait tout de suite, peut-être que si j'étais président du CNPM, à sa place, j'aurais eu le même discours. Mais au-delà de cette dimension de la souveraineté économique, je pense que c'est lié aussi aux autres aspects de la souveraineté. Tout à l'heure, on parlait du développement de la canne à sucre, du blé qui est arrêté à Diré, qu'on ne peut plus faire à Niounou. Les 43 millions d'hectares aujourd'hui, on ne peut pas les exploiter si on n'a pas la sécurité. Donc cette souveraineté économique, on ne peut pas la bâtir sans la mettre dans un cadre global de souveraineté globale. Et là, ça m'amène à venir justement à ce le mot de cadre global qu'il faut. Il faut qu'on raisonne global, parce que même si on prend l'agriculture, mais une partie de l'agriculture peut tuer une autre. Est-ce qu'il faut aller dans l'agriculture vivrière? Est-ce qu'il faut aller dans les oléagineux? Et quelle est la place de chaque?
Et si on prend l'or aussi, l'exploitation minière, les dégâts que c'est en train de faire aujourd'hui, non seulement ça pervertit la vocation de nos populations, mais ça a des impacts mais séculaires sur nos sols. Donc on a besoin d'avoir une approche vraiment nationale, à commencer par un plan d'aménagement pour savoir quelle est la vocation du Mali. On a le pastoral, on a l'agriculture vivrière, industrielle. Quelle est la place à donner à chaque? Et quand on parle d'investissement, c'est pour ça que moi, quand on s'adresse à moi, on pense que l'investissement, c'est uniquement l'investissement productif. Mais l'investissement productif n'a aucun sens s'il n'est pas associé au reste de l'investissement. De quelle éducation nous avons pour accompagner ces investissements? De quel support nous avons besoin pour faire en sorte que ces investissements productifs puissent être compétitifs? L'énergie, les routes, les infrastructures et maintenant de plus en plus la connectivité. Donc s'il y a un défi qui nous est posé, c'est vraiment, et je ne cesserai jamais de le dire, c'est de casser les silos et de faire en sorte qu'on ait une approche globale de notre souveraineté qui nous permet de bâtir, de dire, et voilà le développement endogène. Ça veut dire que nous devons être capables de baser notre développement sur nos potentiels. Et pour ça, il faut avoir une approche globale et avoir une stratégie d'aménagement, de se donner des vocations et de se donner des moyens, des investissements qui répondent à chacun de ses besoins et laisser chaque acteur jouer son rôle. Monsieur, avant de parler tout à l'heure de ce qu'il faut faire, de ce qui est fait, Monsieur Makalou, une réaction par rapport à cette autre donnée que je vous invite à regarder, les potentialités de l'Office du Niger. L'Office du Niger existe depuis 1932, l'Office du Niger. Ensuite, lorsque le Mali est devenu une république, c'est devenu aux mains de l'État. Et depuis, qu'est-ce qu'on en fait? Je sais que c'était le coton. Aujourd'hui, l'Office du Niger était censé nourrir les Maliens et même au-delà de nos frontières. Mais aujourd'hui, on continue à importer du riz, on continue à importer des matières qu'on produit localement. Comment l'expliquer? Il y a des bonnes choses qui se font, hein. Même à l'Office du Niger, vous savez, on ne le dit pas souvent, le Mali est 4e producteur de riz en Afrique. Mais pourquoi le Mali est on continue 3e producteur de poisson d'eau douce en Afrique? Mais nous avons une loi d'orientation et de programmation agricole. Ça a été élaboré devant moi, tout a été pris en compte. Mais quand je parle de compétitivité, des coûts des facteurs de production, de la qualité des politiques publiques et des institutions, mais nous ne faisons jamais le bilan. Tout ce que les prédécesseurs de quelqu'un, quand quelqu'un vient au pouvoir, tout ce que ses prédécesseurs ont fait, on les jette par la fenêtre. Non, on ne refait pas la roue. L'État, c'est une continuité. Il faut prendre ce qui a été bien fait pour l'améliorer et il faut tirer les enseignements de ce qui n'a pas marché. Au Mali, on a tellement de documents de qualité, mais c'est la mise en œuvre qui pose problème. Ainsi que le plan de suivi, développement agricole, par exemple. ainsi que le suivi et l'évaluation. À la suite de M. Ndiaye, quand je parlais des coûts des facteurs de production, le capital physique, comment lier les zones de production aux zones de consommation? Nous avons le 2e plus important cheptel en Afrique de l'Ouest. Nous importons encore 30 milliards de lait en poudre chaque année. Nous sommes grands producteurs céréaliers, 2e producteur après le Nigeria. Mais quand même, les denrées alimentaires sont notre 4e poste d'importation pour plus de 400 milliards chaque année. Pourquoi? Parce que nous ne nous sommes pas donné les moyens de faire une transformation structurelle, c'est-à-dire ce qu'on a dit autour de cette table, toujours refaire la même chose, c'est-à-dire de moderniser ce que nous produisons. C'est-à-dire d'aller des secteurs à moindre valeur ajoutée vers les secteurs à plus haute valeur ajoutée. Parce que si nous partions du développement rural à l'agro-industrie, ça va changer tout. Je vais prendre un exemple seulement, le coton. Vous prenez la graine de coton. De la graine de coton au fil uniquement, vous multipliez la valeur par 2. Nous exportons 99% de notre coton encore. Alors qu'on peut faire non seulement des tissus, et vous multipliez par 7 la valeur ajoutée, on peut faire de l'huile végétale, on importe, on peut faire du savon, on peut faire de l'aliment bétail, etc. Et qu'est-ce que nous envisageons comme plan de transformation dans l'avenir de notre coton? C'est parce que c'est à travers le coton que nous pouvons amorcer une industrialisation rapide, en tout cas le développement rural. Donc je pense que c'est politique, il faut, avec le secteur privé, j'ai toujours parlé de dialogue public-privé qu'il faut renforcer, parce qu'il
il ne s'agit pas d'être derrière son bureau en tant que fonctionnaire. Mon ami Ndiaye, je sais que c'est pas seulement un fonctionnaire, c'est un praticien aussi. Donc c'est ça l'avantage de ceux qui ont quand même plusieurs angles de vue. Il faut amorcer ce dialogue pour aller vers des choses pratiques. Messieurs, je disais tout à l'heure, on a le potentiel, les potentialités de l'Office du Niger, 135 000 hectares. Ça, c'est le potentiel de l'Office du Niger, soit 2/3 de la superficie totale aménagée. Mais ce potentiel, on n'arrive pas à le valoriser à hauteur de souhait, messieurs. Quel est le véritable problème? En 30 secondes, avant de marquer rapidement une pause, monsieur le ministre. Moi, je pense que c'est très simple. Nous devons avoir une approche filière. Une approche filière avec une stratégie de chaîne de valeur. Ça veut dire que chaque filière doit s'organiser autour de ce que j'appellerais des locomotives. Les locomotives, normalement, ça peut être des usines, des rizeries. Et ces rizeries ont besoin de matières premières. Donc, ils vont s'occuper d'organiser les paysans, leur acheter et éventuellement même faire des contrats de production. Et la matière première est transformée et elle est vendue. Donc, il faut ce genre d'organisation. Et je vais vous dire, le Mali peut être fier d'avoir réussi le coton. Parce que pour ceux qui suivent, le coton, on n'était pas comme ça. On a pu développer le coton. Et si vous analysez le concept coton, c'est quoi? Vous avez la CMDT, qui est la locomotive. Elle encadre les paysans, leur forme et le crédit, leur donne des crédits à travers le crédit de campagne. Donc, en réalité, cette structure arrive à dire aux paysans, occupez-vous de la culture, pour le reste là, nous, on vous aide à faire ça. Alors, mais seulement on est tombé dans le piège, je dis tout le temps ça, la CMDT est tombée dans le piège de l'exportation. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour la CMDT aujourd'hui d'engranger en vendant les fibres de coton et puis avoir tout de suite de l'argent que de chercher à aller à la phase suivante qui est la phase de transformation. Or, il y a plus de valeur pour elle en termes de marge et tout ça, et il y a plus de stabilité des prix si on monte dans l'échelle. Alors, et ça, maintenant, il faut qu'on aille vers ça. Donc, on a réussi jusqu'à l'égrenage. Alors, le maillon restant, c'est la transformation. Et la transformation en textile, et puis en fil, en textile, et en habillement. Et le potentiel est là. Ça nous ramène tous à ce qu'on a dit, le cadre macroéconomique, l'environnement du business, le doing business. Monsieur Amar, il y a simplement 40 ans, un peu plus de 40 ans, la Chine était l'un des pays les plus pauvres de la planète. Il y avait des famines en Chine. Chez nous, heureusement, puisque nous cultivons, il n'y a pas de famine en général, sauf en 1974 avec la grande sécheresse. Mais aujourd'hui, c'est la deuxième puissance économique. Simplement parce qu'ils ont compris que pour développer une économie, il faut un cadre macroéconomique, il faut une politique, il faut une vision et il faut ouvrir. Il ne vous a pas échappé que les deux sponsors de l'économie dirigée, comme nous on l'a eu pendant presque 31 ans, parce qu'on a eu une première période de notre économie qui était l'économie dirigée de type socialiste, 60-68. Ensuite, on a fait 23 ans de transition. On n'est pas réellement allé vers l'économie libérale, on n'était pas non plus dans l'économie dirigée. Mais les deux sponsors, ceux qui ont créé ce qu'on appelle l'État capitaliste, c'est l'URSS et la Chine. Mais c'est les deux économies les plus libéralisées aujourd'hui. En Chine, si vous voulez demain installer une usine, ils vont vous subventionner pour que vous installez votre usine. Donc je pense qu'aujourd'hui, les réalités ont changé, comme l'a dit M. Ndiaye. Nous sommes dans un monde global. Nous sommes dans une économie globale. Nous sommes tous interdépendants. Même les États-Unis d'Amérique. Je signale que le PIB mondial, c'est 105 trillions de dollars par an. 105 000 milliards de dollars par an. Sur ces 105 000 milliards de dollars par an produits par les 9 milliards d'êtres humains, les 300 millions d'Américains en produisent à peu près le tiers, 30 000 milliards de dollars. Donc c'est de loin la première puissance. La Chine c'est la moitié, c'est à peu près 13 000 milliards de dollars de PIB.
ok? Mais même les États-Unis d'Amérique sont dans des grands ensembles, l'ALENA et tout cela, ils dépendent des autres pays. Donc, souveraineté économique ne veut pas dire repli sur soi, pas du tout. Il faut s'ouvrir aux investissements. Il faut que l'État reste dans son rôle régalien et mette un cadre qui attire tout le monde, qui attire les Maliens qui sont là, qui attire les Maliens qui sont à l'extérieur et qui attire d'autres investisseurs parce que c'est rentable de venir investir au Mali. Tant qu'on n'a pas ça, ben, dans 60 ans, nous ne serons pas sur ce plateau, nous serons morts certainement. Il y aura d'autres qui vont faire le même constat. Donc, il faut juste revenir au cadre. Et d'ailleurs, à ce sujet, moi, je pense que l'une des recommandations peut-être à faire, c'est qu'il faudrait peut-être qu'on ait dans ce pays un département de l'économie, du plan et de la coopération internationale. Parce qu'on ne peut pas mélanger la gestion d'un budget d'État et penser économie. Il faut qu'il y ait des gens qui ne pensent que ça. Comment on fait pour améliorer le cadre? Comment on fait pour attirer? Parce que quelqu'un qui tous les matins se dit « Ouh là là, comment je paye mes salaires à la fin du mois? Ouh là là, comment je paye mes obligations ?» Il ne pense pas forcément macroéconomie. Donc ça, c'est... Beaucoup de pays environnants ont créé ce département parce que le cadre est très certainement l'élément moteur de développement d'une économie. Vous avez le bon cadre, vous développez votre économie, vous créez de l'emploi pour les jeunes. Vous n'avez pas le bon cadre, ben vous allez faire que des constats, malheureusement, désagréables. Je partage ce mot magique du cadre avec M. Bali. Il y a 60 ans, ça s'appelait le plan. Exactement. Ce qui était bien d'ailleurs. Et tout le monde planifie. Et tout le monde planifie. Les États-Unis planifient, tout le monde planifie. Exactement. Et c'était dans un contexte où l'acteur principal était l'État, était basé sur l'État qui... et tous les exemples qu'on a cités ici, lâchés, ils se sont donné un cadre de développement où ils se sont dit c'est comme ça que nous voulons concevoir notre développement. Et ça a été basé sur leur réalité propre. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de cela. Monsieur le ministre a parlé des filières. Nous avons tellement d'opportunités que ces opportunités, même à l'intérieur, se font concurrence. Il y a tellement d'opportunités entre l'élevage, l'agriculture. Au niveau de l'agriculture, il y a tellement de volets de l'agriculture. Est-ce qu'il faut développer le coton? Quand on prend tout ce dont on ne parle pas, que ce soit le sésame, le baobab, la noix de cajou, mais tout ceci, le fonio, tout ceci peuvent à eux seuls bâtir le développement de ce pays. Donc, il faut qu'on crée ce cadre de développement global bâti sur nos réalités et qu'on se donne le moyen de développer ces filières-là pour qu'elles puissent cohabiter, pour qu'elles puissent créer des synergies et qu'on donne à chacun son rôle. L'État a comme rôle de créer les conditions pour que les filières puissent se développer. Ce rôle, c'est en termes d'investissement physique, structurant, mais c'est aussi d'investissement, comme on dit, non matériel, qui est la recherche qu'il faut avec, les ressources humaines qu'il faut avec, etc., etc. Et que on fait comme la Chine l'a fait, comme la Russie l'a fait, comme le Nigeria l'a fait, qu'on se base aussi sur des acteurs qui vont tirer les autres. Qui vont tirer et faire en sorte que ces filières-là, ces chaînes de valeur, ces champions nationaux, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ça. On appelle cadre aujourd'hui. Ce cadre-là, il a besoin de tout le monde. Il a besoin qu'on arrête d'avoir des approches en silo. En silo, bon, quand on raisonne sur l'agriculture, parce que même la répartition entre le secteur primaire, secondaire, c'est pas ça qui est le plus important. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'aujourd'hui, l'économie, un pays peut bâtir son économie sur les services, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui. Mais c'est sa vocation. Mais nous, est-ce que nous connaissons notre vocation? Monsieur Makalou, oui, est-ce qu'on connaît notre vocation? Oui, non, je pense qu'on connaît, mais c'est la vision politique. Parce que vous savez, les politiques publiques sont élaborées par les autorités publiques. La politique économique, elle est sur deux piliers, la politique fiscale et la politique monétaire. Mais tout cela est établi par rapport à la vision des autorités publiques. Donc c'est la vision politique qui guide les techniciens. Maintenant, pour les potentialités en terre irrigable, vous savez, nous traversons une période assez trouble du changement climatique. Et actuellement, vous savez, en Afrique, 99% de l'agriculture est basée sur l'agriculture pluviale. Et il n'y a plus de saison, c'est fini ça. Donc il faut aller vers une plus grande maîtrise de l'eau.
Maintenant, la surface de terre irrigable, je pense qu'on a sous-évalué. Oui. Nous avons deux des 10 plus grands fleuves d'Afrique chez nous ici. Le fleuve Niger. De deux côtés, le fleuve Niger qui est sur 40% au Mali, et puis le fleuve Sénégal. Puis on a plusieurs cours d'eau que nous pouvons utiliser pour aller vers la maîtrise de l'eau. Mais il faut que nous allions obligatoirement vers cela. Mais en dehors de cela, pour revenir encore au coût des facteurs de production, ça a été dit autour de cette table, il faut qu'on les baisse. Le capital physique, l'accès à l'électricité, l'accès à des zones industrielles. Moi, j'ai été au Bénin il y a 3 ans. J'étais les accompagner un peu dans leur politique cotonnière. Mais c'est le secteur privé qui a pris le relais. Les usines d'égrenage sont gérées par le secteur privé, pas par l'État. L'approche filière, pour moi, c'est de la production à la commercialisation. Et ensuite, on repartit les fonctions entre les différents acteurs. Qui fait quoi, quand et où. Et ça permet de fixer les responsabilités et d'aller vite. Et il faut absolument que nous réadaptons. Les approches filières sont en tout cas identifiées chez nous, mais comment aller vers une plus grande mise en œuvre, c'est ça la difficulté. Donc le capital physique, le capital financier, M. Bali en a parlé, 3,5%, c'est le prix, c'est le taux directeur, c'est le taux d'intérêt auquel la Banque centrale prête aux banques commerciales. Mais le capital est encore trop cher chez nous et sur des durées un peu courtes. Le capital humain, c'est essentiel et pour moi c'est le plus important. M. Ndiaye en a parlé. La formation, l'enseignement. Parce que nous traversons maintenant la 4e révolution industrielle et il faut qu'avec le numérique que nous allions vers une plus grande formation technique et professionnelle dans ce sens. Et dernièrement, il a parlé du capital immatériel, c'est la recherche et la technologie. Aujourd'hui, si vous voulez augmenter la productivité, moi j'ai été visiter au Brésil combien de tonnes ils font à l'hectare, nous sommes encore à 800 kilos ici, ils sont à 1,6 tonne, 2 tonnes à l'hectare là-bas. Donc il faut que vraiment, nous avons tous les moyens pour améliorer la productivité et la compétitivité de notre économie, mais il faut vraiment que nous changeons de paradigme. Messieurs, vous l'avez dit, pendant près d'une heure, 64 ans après, le constat, il est, on peut le dire, hein, c'est en dents de scie, l'évolution en tout cas qui a été enregistrée juste là. Mais justement, on va en parler des pistes de solutions. Comment rendre notre économie beaucoup plus dynamique? C'est tout de suite après une courte pause. Rebonsoir et merci de suivre cette seconde partie d'Entreprendre. Je vous rappelle que notre thème ce soir est 64 ans d'indépendance, quelle souveraineté économique? Et pour nous éclairer sur cette thématique, j'ai le plaisir de recevoir 4 invités. Harouna Niang, monsieur l'ancien ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements. J'ai également le plaisir de recevoir l'opérateur économique et président du Conseil national du patronat, monsieur Mossadegh Bali. Juste en face de lui, l'économiste Modibo Mao Makalou. Et enfin, j'ai le plaisir de recevoir M. Mamadou Ndiaye, directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements. Messieurs, merci d'être restés sur le plateau. Monsieur, vous l'avez dit, il y a eu des évolutions, il y a eu des échecs aussi. Mais aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur Bali, vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Au niveau du CNPM, vous avez identifié voilà, des secteurs que vous jugez pertinents, vous jugez important pour le développement économique de notre pays. Déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler ces secteurs et pourquoi justement ces secteurs? Merci. Effectivement, lorsque le bureau du CNPM s'est installé en octobre 2022, donc il y a presque 2 ans, nous avons mis en place 5 groupes de travail et nous avons planché sur les 5 facteurs de compétitivité de toute économie, pas malienne seulement, mais toute économie. Pour qu'une économie fonctionne et crée de la valeur et des emplois, il faut de l'énergie, il faut des ressources humaines qualifiées avec la bonne qualification. Il faut des infrastructures, surtout pour un pays enclavé comme le Mali. On a quand même 7 frontières, 8000 km de frontières. Il faut une fiscalité juste et non confiscatoire comme c'est le cas actuellement. Et puis il faut du financement. Tout ce dont on parle, il faut financer. Donc nous avons remis les conclusions au gouvernement, au chef de l'État. Nous pensons que pour changer de paradigme,
pour faire en sorte qu'on ne parle plus du Mali en potentiel. Vous savez, moi j'ai assisté à tellement de conférences Invest in Mali, j'ai accompagné des chefs d'État, ça fait quand même 4 décennies que j'ai créé et gère des entreprises au Mali. On parle toujours du potentiel, toujours. On est toujours décrit en potentiel et on n'a jamais réussi à réaliser ce potentiel. Il est temps qu'on se pose les bonnes questions. Pourquoi on n'y arrive pas? On n'y arrive pas parce que jusque-là, il n'y a pas eu la bonne vision. Il n'y a pas eu la bonne vision économique. Il est temps maintenant qu'on se mette autour d'une table. Qu'on ait la bonne vision. Et aujourd'hui, clairement, le tout État a montré ses limites et ça ne marche pas. La preuve, les 2 sponsors, la Russie et la Chine, l'ont abandonné. Le tout État ne marche pas. L'État doit s'occuper des fonctions régaliennes. L'État est un régulateur. L'État met les conditions. L'État assure la sécurité du territoire, la sécurité à l'intérieur du territoire, la bonne distribution de la justice, l'éducation. Et même ça, l'éducation, l'État maintenant le partage avec le privé. Même la justice, maintenant, on a une justice privée avec les chambres d'arbitrage et tout cela. C'est ça le rôle de l'État. Faire en sorte que le pays soit compétitif et attractif. Une fois qu'on a cette vision politique en place, on met le cadre macroéconomique, on fait un plan. Moi, je pense qu'il faut un département de l'économie et du plan dans notre pays pour ne s'occuper que de ces aspects-là. On fait des plans chaque 5 ans. On dit, voilà, dans 5 ans, on veut que l'économie du Mali soit à tel niveau. On a besoin de tant d'ingénieurs, de tant de techniciens agricoles. On a besoin de tant de routes, de tant d'aéroports, de tant de ports. Et comment on le finance? Et aujourd'hui, contrairement au président Modibo Keïta qui dépendait que du trésor public, aujourd'hui, avec le mode alternatif de financement qui s'appelle le PPP, on peut financer. Un pays voisin a fait son plan quinquennal et il a décidé que 70% de ce plan quinquennal sera financé par de l'investissement privé. On peut faire la même chose au Mali si on révise la loi PPP, qui n'est pas du tout attractive. Je crois que vous avez été le premier coordinateur, M. Makalou, de l'unité. Donc, il nous faut une vision politique claire. Il nous faut abandonner l'idée que l'État doit tout faire, peut tout faire. C'est ça le souverainisme. Le souverainisme économique, ce n'est rien d'autre qu'un pays produit, transforme sa production et donne de l'emploi à ses jeunes. C'est ça le souverainisme économique. Et un pays qui est interdépendant avec tous les autres pays. Nous pouvons acheter ce que nous ne produisons pas et nous vendons ce que nous produisons et faisons en sorte que nous vendons plutôt des produits finis au lieu de vendre du coton et de l'or. Et maintenant, une fois que ça c'est fait, vous allez voir les acteurs privés, ceux qui savent créer des entreprises, qui savent prendre des opportunités, vont s'engouffrer dedans et vont développer ce pays-là en moins de 2 générations, comme la Chine l'a fait. Deng Xiaoping, 1978, aujourd'hui 2e puissance économique au monde, presque 15 000 milliards de dollars de PIB, alors qu'il y a 40 ans, il mourait de faim dans les campagnes chinoises. Nous pouvons faire la même chose, mais il faut qu'on fasse comme Deng Xiaoping, vision politique, cadre macroéconomique, incitation, on agit fortement sur les facteurs de productivité et ça va dérouler. Monsieur, une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit, monsieur le ministre? Oui, je suis d'accord que nous devons avoir une vision. Et pour moi, une vision, ce n'est pas théorique. Ça veut dire un choix d'une direction avec des stratégies bien connues. Je vois par exemple que le Mali a des potentialités dans différents domaines. Et parmi ces potentialités, il y a l'agriculture, on en a parlé. Donc, alors, une vision serait par exemple de choisir certaines filières et de mettre le paquet en termes de formation, en termes d'infrastructure, et surtout faire en sorte que l'handicap qui est la pluviométrie, la rareté, la saisonnalité, qu'on assure l'eau 12 mois sur 12 mois à travers l'irrigation. Donc avec une telle vision, on met le paquet, la recherche va accompagner, les financements vont accompagner et, comme je l'ai dit, il y aura des locomotives. Les locomotives, on peut les appeler les champions, c'est des industriels ou même des grossistes qui peuvent faire en sorte que les paysans soient mieux organisés et puis qu'ils ne se soucient plus
de vendre, parce que le marché est assuré. Donc ça, c'est un domaine. Un deuxième domaine, secteur qui me paraît important, qu'on néglige, c'est la culture. Croyez-moi, le Mali, c'est un pays de culture. Nous devons développer, pourquoi pas des cinémas, on peut développer la musique, mais la rendre industrielle. Et croyez-moi, il y a des Maliens, ils n'ont pas fait les solfèges et autres là, mais ils te sortent de la musique, mais c'est extraordinaire. On a des talents extraordinaires. Et donc moi, j'aurais dit, bon, en tant qu'État, je vais mettre paquet sur la culture. C'est un secteur prioritaire. Donc, en formation, encore une fois, et en investissement, en accès au crédit, et tout, je mets ça en route. Alors, il y a le troisième élément, évidemment, c'est l'industrie. Parce que, comme je l'ai dit, l'industrie a l'avantage de créer plus d'emplois. Et quand on parle d'industrie, ça peut aller même dans le commerce. Parce que l'industrie de distribution, quand vous passez de petites boutiques, vous créez des supermarchés qui marchent 24 heures sur 24 heures, vous n'êtes plus dans le commerce traditionnel. Vous êtes dans un commerce moderne, avec des capacités de conservation des aliments et tout ça, et la périssabilité des produits qui sont là. Tout ça va être réglé à travers justement des zones de stockage et de transformation. Monsieur Ndiaye, quand on est le directeur, celui qui est chargé d'inciter les investisseurs, notamment étrangers, à venir investir au Mali, quand on est dans un pays où on prône un souverainisme dans tous les secteurs, est-ce que ça vous rend la tâche beaucoup plus facile ou difficile? Autrement dit, est-ce qu'aujourd'hui, le climat dans lequel on est aujourd'hui, on est sous une transition, est-ce que ça rassure les investisseurs, notamment étrangers? Oui, bon, c'est relatif, ça ne l'est pas, et ce n'est pas propre au Mali. Je pense que s'il y a un concept sur lequel nous sommes tous d'accord ici, on a beaucoup parlé de vision et de plan. Donc, lorsqu'on parle d'investissement aussi, il faut que ça se situe dans un cadre beaucoup plus global. Et le cadre beaucoup plus global aujourd'hui, c'est la prise en compte du contexte. Nous sommes dans un contexte dans lequel se trouve notre pays, qui ne peut pas se permettre d'avoir une projection sur le futur sans intégrer les réalités du contexte qui sont une insécurité qui s'est installée, et même si elle doit partir, ça va prendre du temps. Ensuite, un deuxième, et qui justifie d'ailleurs le fait que le mot souveraineté est vraiment à la mode, c'est qu'on s'est rendu compte enfin que les mots aide, coopération et tout ça n'ont aucun contenu. Et que s'il y a un danger pour un pays, c'est vraiment ce concept d'aide. Donc, nous sommes obligés de bâtir notre développement sur la base de nos propres forces et de nos propres capacités. Et ça doit nous amener à structurer justement notre discours vis-à-vis des étrangers, qui est d'abord de savoir de quel investissement nous avons besoin. Et les investissements dont nous avons besoin, je les catégorise en trois. C'est d'abord tout ce qui est productif. Tous les investissements productifs qui sont de l'ordre du secteur privé, c'est eux qui doivent faire les investissements dans les secteurs de l'agriculture, dans les secteurs de l'élevage, de l'industrie, des mines, etc. etc. Ensuite, on a un deuxième volet qui sont les investissements dans le capital humain et dans l'immatériel. Et sans ça, le premier ne peut pas être... si on s'adresse à moi en tant qu'agence de promotion des investissements et qu'on raisonne simplement investissement productif et qu'on ne raisonne pas en termes des investissements qu'il faut dans notre capital humain qui doit accompagner dans la recherche, dans la culture. Vous savez, en parenthèse, la Chine, le développement, le résultat qu'on voit, c'est aussi un gros investissement dans ce qu'ils appellent le capital immatériel, et qui est extrêmement important. Et le troisième gros volet des investissements, c'est les investissements support. C'est de savoir de quoi nous avons besoin pour que les investissements productifs puissent être compétitifs, pour que les investissements du capital humain puissent jouer leur rôle. C'est les grands investissements support en termes d'infrastructures,
de transport, parce que nous sommes, je ne dis pas un pays enclavé, mais nous sommes un pays juste qui est entouré et qu'on a besoin de communiquer en termes d'énergie, en termes de connectivité. Mais ça, c'est un premier volet. Et quand on parle d'investissement, on doit parler aussi des ressources. Comme on a dit, les termes bailleurs de fonds et aides, on se rend compte que ça n'a aucun contenu. Il faut que nous ayons une stratégie de valorisation de nos ressources humaines. Ce pays est un pays à gros potentiel entrepreneurial. On n'a pas beaucoup parlé d'un secteur qui est extrêmement important, qu'on parle de secteur informel, mais c'est le cœur de notre économie aujourd'hui. Il est important que nous investissions dans ce secteur-là et que nous fassions qu'il puisse jouer réellement son rôle dans l'économie. On a une bonne partie des acteurs, ceux qui ne sont pas inscrits au CNPM, et qui sont dans des activités qui ne produisent aucune valeur ajoutée. Et aujourd'hui, de plus en plus, on a tendance à aller investir à l'extérieur parce qu'on ne valorise pas ce potentiel entrepreneurial-là et dans des activités qui sont purement de transformation. Et si on parle de la diaspora, là encore, c'est un potentiel extraordinaire. Donc on a besoin, ce cadre dont on parle, c'est de mettre tout ça sur la table. C'est de mettre tout ça sur la table pour que chacun joue son rôle. Messieurs, on l'a dit, il y a énormément de potentiel, vous l'avez répété tout au long de cette émission. Mais Monsieur Makalou, quand on regarde ce potentiel, vous l'avez également dit, il est loin d'être exploité à hauteur de souhait. Je vous invite à regarder cette dernière infographie de l'émission qui va nous permettre de parler du projet de lithium de Gualamina. On a parlé tout à l'heure de l'or et du coton. Voilà encore une autre richesse du pays qui est entrée en exploitation en août dernier. On parle dans les projections, on parle de 100 milliards de francs CFA par an pour l'État. On parle de 250 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires pour les entreprises détenues par des Maliens, pour une sous-traitance représentant au moins 51% des activités de la mine. Ça, c'est dans le nouveau code minier. On parle de la mobilisation chaque année de 22 à 25 milliards de francs CFA pour le développement local. Et enfin, on parle de 30% de participation gratuite de l'État dans le projet et 5% pour les investisseurs locaux, ce qui n'était pas le cas en ce qui concerne l'or jusque-là. Donc ça, c'est le nouveau code minier. Mais paradoxalement, messieurs, on a commencé l'exploitation au niveau du lithium. On n'a aucune école, aucune... vous parliez tout à l'heure de formation, messieurs. On n'a pas une structure qui peut former des jeunes Maliens pour que demain, ils puissent aussi prendre la main. Est-ce qu'on n'est pas, en un mot, en train de commettre les erreurs du passé? C'est une question qui vous est posée à vous tous. Je vais commencer par vous, monsieur Makalou. Je reviens un peu sur ce que les autres ont dit pour conclure très rapidement, par rapport à ma vision. Vous savez, par rapport au potentiel, en 2006, nous avons eu l'honneur de recevoir ici un prix Nobel de la paix qui s'appelait Normand Borloo. C'est le père de la révolution agricole en Inde. Vous savez, la Chine, à l'indépendance en 1949 et l'Inde en 1948, ont commencé par la révolution agricole. Et l'Afrique n'a pas encore fait sa révolution agricole. Est-ce que l'Afrique... Nous importons encore un tiers des denrées alimentaires que nous consommons, alors que nous avons 65% des terres arables non cultivées. Donc, Normand Borloo, on l'a amené à l'Office du Niger. Il nous a dit, oui, vous avez du potentiel, mais le potentiel, il faut le réaliser. Donc ça revient un peu à tout ce que nous disions autour de cette table. Maintenant, l'économie malienne, aujourd'hui, elle est spécialisée. Et elle est très peu industrialisée. Donc ce qu'il faut faire, non seulement il faut augmenter sa productivité, c'est-à-dire il faut accroître la production agricole, mais il faut la diversifier. Toutes les filières que nous avons dit ici, on ne peut pas tout faire, mais il faut prioriser. Il faut choisir peut-être 10 filières prioritaires pour quand même essayer de réaliser quelque chose dans ce sens et les inclure dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. C'est comme ça que nous allons nous enrichir et créer de l'espoir pour notre jeunesse. Maintenant, vous parlez des mines. Je ne sais pas si les Maliens réalisent ce qui est en train de se passer avec le lithium, mais nous allons devenir deuxième producteur africain de lithium, après le Zimbabwe, qui est le seul producteur africain. Je pense que le Ghana va nous suivre bientôt comme troisième producteur. Mais le lithium, c'est un minerai critique pour la transition écologique et numérique. Et nous allons être le deuxième producteur et par contre, dans les 5 années à venir, nous risquons d'être parmi les 5 plus grands producteurs mondiaux. Gérer, c'est prévoir. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir quand même gérer cette nouvelle manne qui va venir? C'est justement ça ma par question. Rapport à l'or
Parce que, évidemment, la production d'or qui était de 3 tonnes au départ et maintenant nous sommes à 72 tonnes, il ne faut pas que pour le lithium, la même chose se passe. Donc, il faut quand même dégager des stratégies parce que nous sommes avec la plus grosse compagnie mondiale chinoise de production de lithium. C'est de voir comment nous pouvons transformer une partie sur place. Et il faut saluer nos autorités qui, cette fois-ci, parce que l'ancien code minier, il était prévu d'exporter le spodumène non transformé. Et c'est avec le nouveau code que le contenu local a été imposé et que même la propriété de la compagnie a été un peu changée pour rendre quand même l'exploitation de ce produit critique plus favorable pour les Maliens. Mais il faut aller encore plus loin. Monsieur, je vais reposer ma question autrement. Le Sénégal a découvert le pétrole il y a moins de 10 ans, il y a 7 ans. Dès qu'ils ont découvert le pétrole, ils ont envoyé des Sénégalais en formation, notamment aux États-Unis, pour préparer justement le travail derrière. Nous, on a découvert le lithium il y a une dizaine d'années, on a commencé l'exploitation, mais on n'a pas d'école ou de centre de formation pour les jeunes. Est-ce que nous ne sommes pas en train de commettre les erreurs du passé, Monsieur Bali? Oui, bien sûr. Et l'un des groupes de travail, des 5 groupes de travail du CNPM a planché sur l'inadéquation emploi-formation, donc les ressources humaines. Il n'y a de richesse que d'hommes. On ne peut pas développer une économie si on n'a pas les bonnes ressources humaines. Et le problème ne se pose pas uniquement pour l'industrie minière, ça se pose pour toute l'économie. Nous qui sommes des entrepreneurs, nous voyons combien il est difficile d'avoir des Maliens bien formés. Et souvent d'ailleurs, ce sont des non-Maliens qui occupent ces postes-là dans nos entreprises. Simplement parce qu'à un moment donné, on a basculé, on a voulu densifier, massifier l'éducation supérieure. On a voulu que le maximum de jeunes Maliens aillent jusqu'à l'université. Ce n'est pas possible. On ment aux jeunes. On doit avoir une certaine élite qui va à l'université, qui sont très bien formés, qui sont les cadres de demain, et le reste, ce sont des formations techniques, professionnelles, formations au métier, parce que ce sont ces emplois-là que nos entreprises créent. Nous avons reçu récemment un petit déjeuner professionnel le ministre des Mines, qui est venu exposer, monsieur le ministre était là d'ailleurs, je le remercie de sa présence, qui est venu exposer le contenu local et le nouveau code minier. Et on lui a posé la question, comment ça se fait que le Mali, qui est devenu maintenant un gros producteur d'or et maintenant bientôt de lithium, n'a pas une école de mines? Et nous avons suggéré qu'on crée une école de mines à Caille et que ce ne soit même pas sur le budget de l'État. Qu'on mette simplement une taxe de formation qu'on prélève sur le chiffre d'affaires des miniers et ils sont prêts à le payer parce qu'au lieu d'aller chercher un Sud-Africain, un Ghanéen ou un Malaisien, ils auront un Malien qui coûtera moins cher. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a pas, par contre, on nous parle de créer une université à Gao, une université à Banyangara, une université à Sikasso, dont on n'a pas besoin. On a besoin d'une école des mines, on a besoin de centres de formation. On a parlé du potentiel agricole, mais il n'y a pas de lycée technique agricole dans quasiment tout le Mali. Il y en a un ou deux, on m'a dit c'est privé. Donc, la réforme de l'éducation, celle que fait Modibo Keïta, le père de l'indépendance, a reçue en 1962, nous devons le réussir maintenant. Il faut changer complètement de paradigme en matière de formation des jeunes. Complètement. Parce que sans main-d'œuvre qualifiée, même si on met un cadre, l'économie ne va pas décoller. Parce qu'une économie décolle avec ses ressources humaines. Maintenant, M. Amar, moi, quand on me dit « Ah, on va avoir du lithium », c'est pas que ça m'enchante pas. Mais ok, on va avoir du lithium, on a de l'or, on a du coton. Mais ça donne quoi en matière de ruissellement économique? Ça crée combien d'emplois? Ça met combien dans les caisses de l'État? On parle de 100 milliards dans les caisses de l'État. Il ne faut pas oublier aussi que dans ce pays, on a un gros souci. C'est la déperdition des ressources publiques. Tout à fait. On a un niveau de corruption l'un des plus élevés au monde. Transparency International nous classe 134 sur 170. 134 sur 170. Le niveau de corruption au Mali. Donc même si, avec lithium, l'or et tout ça, même si on a 1000 milliards par an, et qu'il y a une déperdition de ces 1000 milliards dans les circuits administratifs du fait de la corruption, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est pour ça qu'on dit, mettons-nous autour d'une table, et aussi, et pour finir, dans ce pays, depuis 64 ans, on s'évertue à opposer
secteur public et secteur privé. C'est comme si demain, on me dit, on vous enlève un poumon, monsieur Amar, vous allez vivre. C'est pas possible. On ne peut pas vivre avec un poumon. On vit avec 2 poumons. Un poumon qui est le régulateur, un autre poumon qui développe. Les deux sont complémentaires. Et ça a été le drame de ce pays. Il n'y a jamais eu de complicité. Il n'y a jamais eu un vrai dialogue sincère, public-privé, pour que l'État dise, voilà ce que je peux faire. Maintenant, voilà ce que je vous demande de faire pour développer l'économie. Le jour où on aura cette complicité, ce dialogue public-privé, mais vraiment sincère, où on ne se regarde pas en chien de faïence, mais ce pays va décoller, parce que sur la planète Terre, c'est l'un des pays les plus riches, le Mali. Monsieur, oui, allez-y. Je voulais juste rebondir sur ce qu'il a dit. Moi, je pense que nous avons une chance. C'est le lithium. Alors, ne perdons pas cette chance-là. Pour ça, il faut agir, pour moi, dans 2 domaines. Lesquels? Le premier domaine, c'est le contenu local. Là. Il faut que ça soit concret. Parce que, croyez-moi, à travers la sous-traitance, lorsque les entreprises maliennes vont réaliser, c'est l'argent qui sera retenu ici. Et cet argent va non seulement créer des emplois, mais aussi permettre de payer des impôts, davantage d'impôts. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il faut la formation. Parce que si vous voulez que les entreprises puissent effectivement jouer le rôle de sous-traitant, il faudrait qu'elles puissent avoir la compétence, les capacités de satisfaire les miniers. Si le minier n'a pas satisfaction, il y a un problème. Donc il faut la formation. Et pour ça, j'abonde dans ce sens, il faut créer une école de mine et former les Maliens. L'école de mine, on en parle depuis... oui, mais moi je pense que le privé devrait s'impliquer lorsque ça patine au niveau de l'État. C'est ça la complémentarité qu'il faudrait. Mais monsieur le ministre, on l'a proposé à l'État. On a proposé à l'État de prendre en PPP tous les centres de formation étatiques. Le CNPM a proposé à l'État de les prendre. Nous, on va chercher les financements, on va chercher les opérateurs. Parce que qu'on ne sait pas, ce n'est pas l'État qui sait fonctionner un centre de formation. Il y a des opérateurs privés dont c'est le métier. Et nous, on a proposé ça à l'État, pour l'instant, on ne l'a pas eu. Et on est prêt à s'impliquer avec l'État, avec les miniers, pour créer l'école de mine à Caille. Alors, commençons demain. C'est concret. Commençons demain. Moi, je suis pragmatique. Commençons par une étude, un business plan qu'on va faire. Et puis, ce business plan, on le soumet au circuit d'approbation. Et dans tous les cas, on est libre, c'est l'entreprise, la liberté d'entreprise au Mali. Donc on peut créer cette école-là. Et je suis persuadé que ça va beaucoup changer les choses. Et surtout, sans cette école, croyez-moi, le concept de contenu local, là, pour pouvoir mettre ça en pratique, ça va poser énormément de problèmes. Alors il y a un autre élément, et là encore la cour est un peu, la balle est un peu dans le camp du CNPM. Ils ont un instrument là-bas qui est le BSTP, mais écoutez, c'est une bourse de sous-traitance. Et croyez-moi, si on érige cette bourse-là, elle permet de sélectionner les entreprises. Parce que pour être enregistré au niveau de la bourse, il faut que vous ayez des preuves, que vous ayez une comptabilité, vous ayez tout ceci. Et à travers ça, croyez-moi, les miniers seront rassurés, les entreprises minières. Ils sont sûrs que c'est des entreprises qui ont été triées sur le volet, qui ont les compétences. Et en ce moment, ça va faciliter les choses. Donc moi, je pense que, franchement parler, il faut qu'on agisse maintenant. Il ne faut pas que ça soit simplement des paroles, mais il faut qu'on aille dans les 6 mois. Alors, je parlais tout à l'heure de lithium, il y a aussi l'hydrogène qui est en route. Peut-être qu'on fera une autre émission pour en parler. Monsieur, on aurait pu parler de l'AES, on aurait pu parler de la sortie du Mali de la CEDEAO. Malheureusement, on est pris par le temps. Il nous reste quelques secondes pour conclure. Monsieur Ndiaye, je vous donne la parole. Vraiment, ce dernier tour de table, malheureusement. Alors, Monsieur Ndiaye, aujourd'hui, on a parlé des avancées, on a parlé aussi des échecs, 64 ans après. Aujourd'hui, quelles sont les recommandations que vous avez pour rendre notre économie beaucoup plus dynamique, pour que 64 ans après, que d'autres ne fassent pas des émissions pour dire voilà ce qui a encore échoué. Vous, quelles sont vos pistes de solutions en tant que directeur de l'Agence pour la promotion des investissements? Ok, mais je vais sortir du carcan dans lequel vous voulez me mettre.
J'ai commencé par un mot, c'est-à-dire le contexte. Nous sommes dans un contexte particulier. Justement, en tenant compte de notre contexte actuel. On peut tenir aucun raisonnement en dehors de ce contexte. Nous avons une responsabilité collective. On a beaucoup parlé d'économie, mais l'économie, je le dis et je le répète, ne peut pas être scindée du sécuritaire aujourd'hui, des dimensions géostratégiques. Je pense que tout est lié. Et même si on a une bonne stratégie économique, si elle n'est pas en cohésion avec les enjeux géostratégiques, si ce n'est pas en connexion avec les enjeux sécuritaires, on ne pourra pas avancer. Donc cette responsabilité, elle est collective. Vous voyez, à chaque fois qu'on a pris un sujet, aujourd'hui, c'était passionnant. Ça veut dire qu'avec chacun de ces points, nous pouvons faire le Mali. Mais c'est qu'en mettant tout ça ensemble et que chacun se rende compte que nous sommes dans une période de transition et c'est une chance pour nous. C'est une chance pour nous, autant toutes les contraintes que nous avons, ces contraintes-là, nous pouvons les transformer en opportunités. On a beaucoup parlé de se parler, de créer un cadre et il faudrait que chacun mette le Mali en avant et que nous avons du potentiel, le président l'a dit, mais il est temps que c'est tous ensemble, chacun en jouant son rôle, qu'on peut transformer ce potentiel en véritable opportunité de développement pour le Mali. Monsieur Makalo, il y a une soixantaine d'années, on parlait de créer notre monnaie, on a créé la monnaie, on a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, ce discours revient en tant qu'économiste. Votre point de vue déjà? La monnaie, c'est d'abord un outil politique. Ça dérive de la volonté politique. Mais maintenant, pour avoir une bonne monnaie, ça dépend d'une bonne politique et de bons techniciens. Si vous voulez créer votre monnaie demain, vous la créez, mais tout dépend qu'est-ce que vous allez faire pour garantir cette monnaie. Parce que la monnaie, c'est le pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat du citoyen et les investisseurs évaluent les pays en fonction des risques. Et si vous avez une monnaie qui n'est pas convertible et qui se déprécie, vous allez avoir beaucoup de difficultés pour améliorer les conditions de vie de vos populations. Donc, il y a quand même des préalables pour créer une monnaie, pour créer une bonne monnaie. Si on veut créer une monnaie, on peut la faire demain. Mais si on veut créer une bonne monnaie, et je crois qu'il y a un certain nombre de choses, de préalables qu'il faut respecter. Monsieur Bali, on connaît le plaidoyer que vous faites depuis que vous êtes à la tête du CNPM. Vous l'avez dit, à 2 ans déjà de votre mandat, il en reste 3. Vous avez fait 5 propositions. Parmi ces propositions, il y a celle concernant l'énergie. On sait qu'aujourd'hui, on est dans des difficultés au niveau de l'énergie. Pour les entreprises, c'est compliqué. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous faites pour faire avancer, j'allais dire trivialement, le dossier, pour justement que ce soit pris réellement en compte? Qu'est-ce qu'il faut faire? Du plaidoyer. Le CNPM, c'est un think tank, c'est un bureau d'ingénieurs, on fait du plaidoyer, on fait du syndicalisme quand il le faut. Donc nous, on a fait notre part, on a réfléchi, on a mis à contribution les meilleurs experts du pays et on a fait des propositions et maintenant on fait du plaidoyer pour faire avancer cela. On a tous parlé d'industrialiser le Mali. Sans énergie, on ne peut pas industrialiser. En réalité, ce n'est même pas que l'industrialisation. Aujourd'hui, l'énergie n'est plus un luxe. C'est le petit tailleur, c'est la bonne dame qui va faire moudre son mille à la machine. Aujourd'hui, l'énergie, c'est comme l'eau, c'est comme le téléphone. Donc, si on ne règle pas ce problème dans les années à venir, on peut mettre tous les cadres qu'on veut. Si on n'a pas d'énergie, Mais justement, au niveau du CNPM, quelle est votre proposition concernant ce point précis? Nous c'est le groupe de travail énergie que j'ai eu d'ailleurs le plaisir de présider avec vraiment les meilleurs experts en la matière dans le pays. Et ce qu'il faut dire, M. Amar, c'est que le Mali regorge de compétences extraordinaires, fantastiques, fantastiques. Je le savais et j'ai la confirmation depuis 2 ans que je suis au CNPM, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et tout cela, c'est un patrimoine extraordinaire qui peut nous amener à nous développer très rapidement. Donc, dans ce groupe de travail, nous, on a fait 3 propositions. La première, c'est de renforcer la privatisation de l'amont, c'est-à-dire permettre à des IPP, donc des producteurs indépendants, de produire, que ça soit totalement privatisé. Nous pensons que les privés produisent mieux et à un meilleur coût qu'une structure étatique. Mais que le transport, donc tout le réseau, reste entre les mains de l'État avec une EDM reformée qui est gérée
suivant les règles de l'OADA, conseil d'administration qui joue son rôle, un DG qui est recruté sur appel à candidature, et ce n'est pas le ministre de l'énergie qui est le DG de l'EDM. Donc une EDM totalement restructurée, avec la dette de l'EDM qui est sortie de son bilan, et l'État en fait son affaire pour apurer cette dette-là. Donc le réseau est là, entre les mains de l'État, il n'est pas question de le privatiser, et une EDM restructurée, bilan allégé, peut s'endetter à nouveau pour étendre le réseau, pour l'améliorer. Est-ce que vous savez, on ne connaît même pas le chiffre, mais il paraît qu'entre 20 et 25% de l'énergie produite est perdue sur le réseau tellement il est vétuste. Et maintenant, en aval, privatiser la distribution, la commercialisation et le recouvrement. Voilà ce que nous avons proposé à l'État. Ce sont des réformes qui prennent du temps, mais lorsqu'il y a la vision et la volonté politique, on peut le faire. Il y a des pays qui, il y a quelques années, étaient au même niveau que nous, mais ils ont réglé le problème énergétique. Or, vous ne pouvez pas attirer d'investisseurs sans énergie. EDM, une des entreprises créées sous la présidence de Modibo Keïta également. Monsieur le ministre, quelle est votre vision concernant justement notre économie? Justement, moi je voudrais qu'on démystifie cette idée de souveraineté. Parce que j'ai comme l'impression, comme une stratégie pour combattre des gens. Non, je ne pense pas que quand on parle de souveraineté, c'est le droit de défendre, la capacité de défendre ses intérêts. Absolument. Quel est le pays qui ne défend pas ses intérêts? Donc souveraineté entendue dans le sens de défendre ses intérêts, de réduire les influences qui peuvent empêcher que nous puissions décider de notre sort. Moi je dis, il n'y a pas un pays qui ne fait pas la même chose. Mais on est en train de, comment dirais-je, de faire des confusions en pensant que notre souveraineté, c'est pour contre quelqu'un. Non, moi je pense que même la France, si elle peut apporter le bonheur aux Maliens, on va coopérer avec eux. Et il ne faut pas qu'on dépende de qui que ce soit. Il faut qu'on soit dans une position de défendre l'intérêt des Maliens. Cheikh Anta Diop disait la sécurité précède le développement. Merci monsieur d'être venu sur ce plateau débattre de notre thème 64 ans d'indépendance, quelle souveraineté économique. Je rappelle que sur ce plateau, j'ai eu le plaisir de recevoir monsieur Mamadou Ndiaye, directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements. Merci également à monsieur Modibo Mao Makalou, économiste. Merci monsieur Mossadek Bali, président du Conseil national du patronat. Merci à vous, ancien ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements, M. Harouna Niang. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à très bientôt sur TM. Toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent accepter tous les sacrifices pour que notre pays puisse sortir grandi, rayonnant de l'épreuve qu'il traverse, pour que les Africains libres, réellement libres, puissent, sans possibilité d'ingérence étrangère, s'unir pour que s'affirme une grande nation africaine qui marquera de son sceau la politique internationale pour que la paix, espoir des peuples en voie de développement, s'établisse entre tous les pays du monde.